dépenses moins recettes égale déficit. Et ce déficit, il est financé par effectivement de l'emploi. On y reviendra. Sur cette base, du fait qu'on a un déficit budgétaire de 5,5%, nous sommes venus effectivement au niveau de la représentation nationale pour vous dire que notre projet de loi de finances 2023, le besoin de financement s'établit à 2 345,1 milliards. Voilà le besoin de financement du Sénégal. Pour qu'on retienne ce chiffre. C'est différent du service de la dette. Et vous allez voir, il y a un article dans le projet de loi qui dit le gouvernement est autorisé par le Parlement de recevoir des dons, de faire des emprunts jusqu'à concurrence de. Voilà le besoin de financement de 2 345 milliards. Et comment on va réussir à le mobiliser, ce besoin de financement? On le mobilisera par des prêts-projets de 435 milliards, 6. C'est des prêts-projets qui sont là. Les financements sont disponibles. C'est des projets qui s'exécutent. Quand on parle de Promoville, c'est un prêt-projet. Quand on parle de PUDC qui s'exécute, c'est un prêt-projet. Quand on parle de la boucle de Fouladou, c'est un prêt-projet. Quand on parle de la boucle du Boudier qu'on exécute, c'est un prêt-projet. On en a. Donc déjà acquis, déjà signé, en cours d'exécution, c'est 435 milliards. Des emprunts programmes, c'est des appuis budgétaires de nos partenaires techniques et financiers sous forme de prêts. C'est la Banque mondiale, c'est la BAC, c'est nos partenaires techniques et financiers qui approuvent la bonne conduite de nos politiques publiques. C'est 158 milliards. Et les interventions sur le marché financier, c'est 1751,5 milliards. Les trois additionnels vous donnent le besoin de financement du Sénégal au titre de la gestion 2023, 2345 milliards. Les interventions sur le marché, c'est des émissions de titres publics par le Trésor public. On dit Trésor ou obligation. On reviendra un peu sur comment nous allons intervenir pour l'année prochaine. Parce qu'effectivement, l'année prochaine, compte tenu des marchés internationaux de capitaux, aujourd'hui, ils sont relativement fermés. On va mobiliser ces financements à partir du marché financier sous-régional. Voilà ce que je voulais dire. Cela vous donne l'occasion d'évoquer la dette publique. Parce qu'on doit intervenir sur le marché financier pour le bouclage des opérations financières de l'État au titre de la gestion du l'État. Alors, j'ai remarqué que c'est un sujet qui vous préoccupe, les honorables députés. Je m'en réjouis, c'est un sujet important, effectivement, qui touche à l'avenir de nos enfants, puisque ce sont eux qui vont rembourser les emprunts d'aujourd'hui. Mais commençons d'abord à analyser les ratios, les indicateurs d'endettement. Le premier indicateur, c'est l'encours de la dette publique du Sénégal. Ce que le Sénégal a décaissé et que le Sénégal n'a pas encore remboursé, c'est combien en fin juin? Et ce sera combien en fin décembre? À fin juin, c'est dans le rapport. L'encours de la dette du Sénégal, dette totale de l'administration centrale. Je vais revenir sur les 75% dont vous avez parlé. C'est 11 326 milliards au 30 jours. Et projeté à 11 447,2 milliards à fin décembre, soit 67,9% du PIB inférieur à la norme communautaire de 70%. Mais cet encours de la dette, ce qu'on a déjà décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé, c'est constitué de quoi? La dette est intergénérationnelle. Ça transcende les régimes politiques. Je vais vous la demander. Avant 2000,
il y a au moins plus de 150 milliards qui y sont, et c'est normal. Le barrage de Diamant et de Manantali est un projet important pour ce pays. Mais savez-vous qu'une partie de ce financement a été mobilisée avec le Fonds cohésien de développement en 1982 et qu'on continue à payer cette dette jusqu'en 2026. C'est dans l'encours de la dette. Tout à l'heure, il y a eu des questions qui ont été posées pour dire quel est le poids de la dette du BRT, du centre, Abidou et autres. C'est important parce que c'est des projets utiles pour le développement du pays. Mais moi-même, j'ai accompagné des ministres ici pour des projets importants tels que la recapitalisation de la Sénélec. C'est une dette qu'on a contractée avec l'Agence française de développement. Mais cette dette, on l'a contractée en 2008. On va continuer à payer cette dette jusqu'en 2033. Donc sur la période de 2000 à 2012, effectivement, des projets importants comme l'autoroute, qui est un projet phare, mais on continuera à payer cette dette. C'est presque 2000 milliards, plus de 2000 milliards sur cette période. C'est pourquoi je dis que la dette, elle est intergénérationnelle et que ça transcende les régimes politiques. Je tenais à donner véritablement les chiffres. Maintenant, est-ce que cette dette est supportable? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Il suffit de regarder, d'analyser les lois de finances pour savoir que nous nous sommes entêtés pour réaliser des routes. Si on a fait 2526 km, c'est à cause de cette année. Si on a pu faire 189 km d'autoroute, c'est à cause de cette année. La même chose qu'on avait fait avec l'AFD, c'est la même chose qu'on a eu à faire à un rythme maintenant beaucoup plus soutenu. On a fait cette dette pour circuler dans les trains de terre. On a fait cette dette pour que des bus rapides qui ne polluent pas et qui fonctionnent à l'électricité. C'est financé par la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et les autres partenaires techniques et financiers. On a fait cette dette, oui. Beaucoup de demandes. J'ai été vraiment touché par le plaidoyer du député de Sine. Je ne comprends pas Socé. Je sais qu'elle a parlé du désenclavement, des problèmes de réseau et autres. Mais pourtant, c'est avec cette dette qu'on a réalisé 6673 km de piste pour désenclaver les zones de production. Oui, on a fait cette dette pour faire des forages dans le monde rural. Le taux d'électrification, le taux d'hydraulique rurale est passé de 80% à 95%. Voilà ce à quoi cet endettement a servi. Donc, nous nous endettons effectivement pour électrifier les villages. Oui, c'est 440 villages par an que nous arrivons à électrifier au Sénégal. Le rythme est plus soutenu, contre 84 villages électrifiés par an sur la période antérieure. C'est normal, parce qu'effectivement, il fallait accélérer. Je pense que des exemples ont été donnés ici pour démontrer à suffisance que dans beaucoup de